monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Et si on en parlait de ce jour, nous abordons une question, la jeunesse. Vous ne le savez peut-être pas, les livres cachent toujours un petit secret, quelle que soit la couleur de la couverture, le sujet qu'ils abordent ou encore le nombre de pages qu'ils comportent. Comme un cri dans la nuit, comme la voix du prophète, comme la voix du veilleur, comme un chant d'espérance, comme la voix du prêtre, voici que s'élève une interpellation solennelle pour attirer l'attention de la jeunesse sur l'impérieux devoir de prendre position dans le temps. Fin de citation. Jeunes, oser, c'est le moment favorable. C'est le titre de l'ouvrage du père Rodrigue Gbedinou et justement, il est avec nous sur ce plateau pour décrypter un peu avec nous le contenu de cet ouvrage. Père, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous parlez de la jeunesse. Dans cet ouvrage, je le rappelle, vous étiez aumônier diocésaine de la jeunesse. Dites-nous, est-ce que ça veut dire que la jeunesse vous passionne autant? Oui, mais la jeunesse devrait être la passion de tout homme. Vous savez, pour la jeunesse, on ne fera jamais assez, on ne dira jamais assez, parce que la jeunesse constitue non seulement le présent, mais aussi l'avenir de toute structure, de tout pays, de toute nation. Et vous voyez, moi, ma passion pour la jeunesse remonte bien loin, déjà même dans mes années d'études au petit séminaire. Avec des amis, nous constituions des cercles de réflexion. Et plus tard, au grand séminaire, même avant d'être aumônier de la jeunesse comme prêtre, au grand séminaire, j'avais organisé avec des amis ce que j'ai appelé Amis Jeunes. Amis Jeunes, c'était des plateformes de réflexion. C'était en 2002, deux éditions. La première édition, le 6 juillet 2002, on avait parlé de la liberté. Vous savez, c'est un thème très cher à la jeunesse veut être libre, de la liberté, et ses enjeux pour la jeunesse. Et puis, l'année suivante, en 2003, on parlait de l'amour. Vous voyez, donc il y a cette passion pour la jeunesse. Ce n'est pas d'abord comme une mission, c'est une passion intérieure. Et plus tard, ordonné prêtre, j'ai été vicaire et donc aumônier paroissial de la jeunesse. Et 2 ans après, aumônier diocésain de la jeunesse. Et là, mais j'ai beaucoup appris des jeunes. Les jeunes m'ont enseigné, m'ont façonné, m'ont fasciné aussi. Et le peu que je pouvais, je leur ai apporté. Alors, mon souci, c'est de partager avec les jeunes une amarture d'être, d'offrir aux jeunes certaines factures d'hommes. Leur offrir des raisons nobles de vivre, d'espérer et d'agir. Alors, mon père, quand on parle de la couche juvénile, d'abord vous vous intéressez à la couche juvénile, est-ce que parce que vous avez l'impression que la jeunesse béninoise n'est pas aussi consciente que cela soit? Bien, ne situons pas le problème simplement au Bénin. Regardons de façon générale. Exactement. Vous voyez, dans le monde, et particulièrement aussi en Afrique, la jeunesse, comme je le disais, est une jeunesse qui est le présent et l'avenir. Et vous voyez, il n'y a aucune structure sérieuse qui ne prévoit dans son organisation quelque chose pour la jeunesse. Ça veut dire que la jeunesse est importante. Ça veut dire que la jeunesse est un capital, un trésor très fort. Et vous voyez, cette Afrique, ce Bénin, a une population largement jeune. Alors il faut s'intéresser à cette jeunesse. Non pas d'abord parce que cette jeunesse serait coupable de quoi que ce soit, mais pour montrer ce qu'est capable de faire en termes de bien, en termes de valeur, cette jeunesse. Et quand on regarde cet idéal que devrait constituer la jeunesse, et on voit la jeunesse qui est la nôtre, quelquefois il y a des décalages. Et face à ces décalages, il faut aider les jeunes, il faut les accompagner, il faut essayer de leur indiquer des repères. Et c'est ce qui manque un peu dans notre société. Vous voyez, nous sommes dans une société qu'on définit, les sociologues définissent comme une société liquide. Une société dans laquelle il n'y a plus de... Il n'y a rien qui soit ferme, il n'y a plus de valeur. Alors il faut communiquer ces valeurs aux jeunes en les accompagnant,
en leur précisant un peu ce qui est important. Et c'est dans cette optique que j'ai écrit cet ouvrage, Jeune osé, c'est le moment favorable. Et parce que, ben, voilà, nous sommes dans une société où, bon, on met beaucoup plus l'accent sur le paraître, l'apparaître, sur, je dirais, sur ce qui porte à la facilité. Il faut proposer aux jeunes des idéaux forts, des idéaux nobles. Justement, nous parlons de la jeunesse, mais beaucoup se demandent, qui appelle-t-on jeune aujourd'hui, mon père? N'entrons pas dans les questions de, je dirais, de statistiques ou bien des questions de détermination. Vous savez, la jeunesse, c'est d'abord une question d'âge. C'est une question d'âge. Et vous connaissez les jeunes, quand au collège, on a appris le Cide de Corneille, Pierre Corneille, le Cide, qui dit, ben, Dondier qui dit à son fils, donc Rodrigue, as-tu du cœur? Et il répond, tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. Ça veut dire que le jeune est un homme de cœur. C'est une question d'âge, d'abord. Et dans cette optique, vous voyez, les questions de la jeunesse ne remontent pas seulement à aujourd'hui. Les questions de la jeunesse et la préoccupation pour la jeunesse remontent à longtemps. Il y a Verlaine qui disait, mais écoute, donne-moi tes 20 ans, toi qui n'en fais rien. La jeunesse est une question d'âge. Mais ce n'est pas seulement une question d'âge. La jeunesse aussi, c'est un état d'âme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on peut ne plus avoir l'âge, mais rester jeune. Vous voyez, la Fontaine, la fable de La Fontaine, le vieillard et les trois Jovenceaux. On peut, quand dans le cœur de l'homme, il y a toujours une porte pour l'avenir. Quand dans le cœur de l'homme, il y a de l'espérance. Quand dans le cœur de l'homme, il y a de la détermination pour un avenir heureux. Son cœur est toujours jeune. Et donc voilà, dans cette dynamique que moi je vois la jeunesse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir l'âge jeune et déjà vieux. C'est-à-dire abuser, désabuser de tout. Il y a des jeunes, quand vous les voyez, vous demandez s'il y a encore des ressorts, s'il y a encore des leviers. Mais on peut par contre porter le poids de l'âge et avoir un cœur jeune. C'est-à-dire un cœur qui est capable d'assumer, d'affronter les défis de l'heure. Et voilà ce qu'on souhaite et ce qu'on voudrait. Ce qu'on souhaite à la jeunesse et ce qu'on voudrait de cette jeunesse. Autrement dit, c'est que la jeunesse n'est pas seulement liée à l'apparence. Non, la jeunesse n'est pas liée à l'apparence. La jeunesse est une question d'être. Mais on ne peut pas non plus évacuer la tranche d'âge. La tranche d'âge, parce que c'est déterminé. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que, je disais tout à l'heure, les structures au niveau national, même au niveau ecclésial, et même les associations laissent toujours une place pour la jeunesse. Vous voyez, très rarement il y a des places laissées pour le grand âge. Ça veut dire que l'idéal de la jeunesse, c'est l'idéal de tout homme. Et cela est une plus grande responsabilité pour qui a l'âge de la jeunesse. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est impérieux pour celui qui a l'âge de pouvoir, le mot n'est pas heureux, de pouvoir utiliser à bon escient ce temps, parce que c'est un temps qui ne revient pas. Et quand on perd ce moment de la jeunesse, on a tout perdu. On peut rattraper. Vous voyez, dans mon livre, au dernier chapitre, je dis aux jeunes, ose repartir. Parce que c'est le moment où l'homme est en formation. Et quand on est en formation, le cœur de l'homme est en train de se former. Et il peut y avoir des frasques. Et chacun de nous, à profondeur variable, a connu ces frasques de jeunesse. Mais il y a la possibilité d'aller au-delà. Il y a la possibilité de repartir sans cesse. Et non pas de remettre à demain, de repartir à partir d'aujourd'hui. Alors, à vos yeux, quel est le prototype de jeune en 2019? Le prototype du jeune béninois, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Le prototype, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on souhaiterait? Quel jeune voudriez-vous qu'on ait en 2019, par exemple, peut-être? Non, le prototype de la jeunesse de 2019 au Bénin, c'est la jeunesse de toujours et de chaque jour. Il n'y a pas un prototype particulier, mais chaque jeune, à un moment déterminé, a
a une responsabilité historique, c'est-à-dire par rapport aux défis. Vous voyez, les défis de 2019 ne sont pas les défis de 1999. Exactement. Les défis de 2019 sont autres, et donc le jeune doit vivre dans son temps et en son temps. Et donc, être conscient des défis qui se posent. Vous voyez, par rapport à ça, je voudrais citer quelques vers d'ici de Aimé Césaire, et ces vers se situent dans l'ouvrage. Dans l'ouvrage, à l'introduction, à la fin de l'introduction. Aimé Césaire dit « Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie, comme le poing à l'allongée du bras. Faites-moi commissaire de son sang, faites-moi dépositaire de son ressentiment. Faites de moi un homme de terminaison, faites de moi un homme d'initiation, faites de moi un homme de recueillement, mais faites aussi de moi un homme d'ensemencement. Faites de moi l'exécuteur de ces œuvres hautes. Voici le temps de se ceindre les reins comme un vaillant homme, mais les faisant, mon cœur, préservez-moi de toute haine. » Vous voyez, le jeune doit rêver. Ça doit être un d'ensemencement en 2019. Et vous voyez, la grande proportion de la jeunesse constitue pour nous une grande responsabilité. Nous avons, il ne faut pas être péjoratif, mais nous avons une jeunesse un peu abîmée. Une jeunesse désabusée dans une société que j'appelais sans repère. Mais alors, nous appelons cette jeunesse à prendre ses responsabilités et à assumer, mais en gamme de valeurs. En gamme de valeurs. Vous voyez, au Bénin, parlons du Bénin, on a habitué notre jeunesse. Et cela vient peut-être aussi d'une mauvaise compréhension de la culture. Une jeunesse qui a été habituée à la facilité. Non seulement la facilité, à concevoir que tout se mange. On mange tout. On mange tout. De telle sorte que ce qui le motive, il va vous demander, enfant, nous demain, est-ce qu'il y a quelque chose à manger dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose à manger dedans? De cette jeunesse, on ne peut rien attendre. On ne peut attendre aucun engagement. Vous voyez? Et une jeunesse pareille est une jeunesse acquise à tout vendre, à tout acheter. Même les choses non négociables. On vend tout et tout se vend, tout s'achète. Et vous voyez, et là, on a besoin d'offrir à la jeunesse, notre jeunesse, on a besoin d'offrir à cette jeunesse des repères. Ouais. Je disais tout à l'heure que la jeunesse a ses frasques. Et une jeunesse, un défi de la jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse plus virtuelle que réelle. Vous voyez, on est en train d'échanger ici, si vous êtes avec d'autres jeunes, vous échangez. Et pas seulement, c'est pas seulement la maladie des jeunes. Et ils préfèrent plus échanger avec celui qui n'est pas là par son portable qu'avec celui qui est là. Donc c'est une jeunesse qui ne vit pas le moment présent, qui ne vit pas l'instant qui est face. Donc il est en communication avec le virtuel et n'est plus capable d'entrer en communion avec le réel, avec celui qui est en face. Et vous voyez, faites un tour sur les réseaux sociaux, vous verrez une jeunesse qui se forme à la pensée unique. Dans les forats et dans les groupes, il suffit que quelqu'un ait une pensée contraire à ça. Ou on l'éjecte du groupe, ou bien on l'agonise d'injures. Vous voyez, des injures. Vous voyez la violence virtuelle. Et il faut vite mettre des freins. Il faut vite éduquer cette jeunesse pour que la violence ne passe pas du niveau virtuel au niveau réel. Parce que c'est juste un petit pas. Et cette jeunesse que nous avons, c'est une jeunesse, et puis pas seulement la jeunesse, une jeunesse tête baissée et tête basse. C'est toujours sur le portable et tête basse. Et voilà. Donc, c'est plus une jeunesse qui est capable de regarder à l'horizon, de regarder loin et très loin. Mais quand on a la tête basse et la tête baissée, on n'évite pas les dangers, on ne saisit pas les périls. Vous voyez, les gens, quelquefois, dans la rue, ils sont tellement, c'est-à-dire, pris par leur portable que, quelqueusement, ils viennent vous cogner sans s'en rendre compte. Ouais, donc, il faut offrir à la jeunesse aujourd'hui les moyens d'avoir la tête haute. Une jeunesse capable de voir loin,
de voir très loin, de se projeter c'est-à-dire dans l'horizon. Et voilà un peu ce que moi je penserais de notre jeunesse. Et surtout, des responsabilités qui sont les nôtres par rapport à cette jeunesse. Parce que nous avons la responsabilité d'offrir des modèles. Malheureusement, notre société béninoise en a présenté très peu aux jeunes. Le modèle de jeunes, c'est ça? De modèles, pas seulement de modèles de jeunes, mais des modèles à la jeunesse. Vous voyez, nous ne savons pas faire la culture des modèles. Nous ne savons pas offrir, comment appelle-t-on, des exemples à la jeunesse. Et quand il n'y a pas ça dans une culture, les valeurs s'effritent. Parce que le jeune, il est un être d'ensemencement, un être en train de se constituer. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il a besoin de s'identifier. Il a besoin de voir et dire, je veux, comme disait, comment appelle-t-on, Victor Hugo, je veux un Chateaubriand ou rien. Il est devenu plus que Chateaubriand. Mais aujourd'hui, dans une société où tout se vend, tout s'achète, où tout est comme, vous voyez, et les jeux de dames ou les jeux d'échecs où on place les pions, on change les pions, et voilà. Donc, dans une société où c'est le plus fort, et les méthodes d'action sont par la ruse, non pas par l'intelligence, et ça détruit l'élan. Mais des modèles, il y en existe quand même dans la société. Il y en a plein dans la société que les jeunes copient aujourd'hui à tort ou à travers. Mais oui, par rapport à ça, il y a deux catégories de modèles. Il y a les modèles de ce qu'il faut être et les modèles de ce qu'il ne faut pas être. Et il y a les contre-exemples. Et comme le jeune, il est à l'âge de constitution de sa personnalité et qui n'a pas encore tous les éléments de discernement, il va facilement vers ces modèles, ces contre-exemples. Et qui s'offrent et que, malheureusement, même la communication, même les réseaux sociaux, les techniques de l'information offrent, vous voyez. Et c'est pour cela qu'il faut habituer notre jeunesse à l'esprit de discernement. Vous voyez, il y a Molière qui disait, quand sur quelqu'un on prétend se régler, c'est par les bons côtés qu'il faut ressembler. Malheureusement, et peut-être que vous connaissez les grands modèles, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, il y a eu des modèles. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne les présente pas assez et qu'on ne fait pas cette culture, mais j'ajoute aussi la rareté des vrais modèles dans notre société. La rareté, vous prenez n'importe qui, et c'est pas, le modèle aussi ne doit pas être un homme sans tâche. Nous sommes des humains. Oui, nous sommes des humains. Mais quand vous vivez dans une société où on souffre c'est-à-dire tout change tout le temps, c'est quand même dangereux. Et vous ne voyez pas une stabilité dans ce qu'on peut considérer comme modèle. Hier, un modèle, aujourd'hui, il dément tous les serments qu'il avait déjà prodigués, qui constituaient un élan pour la jeunesse. Alors, il faut une stabilité pour que les jeunes puissent quand même s'assimiler à ces modèles. Alors, revenons maintenant dans le contenu du livre. Dans une approche comparative et volontaire, pédagogique, vous attirez l'attention de la jeunesse sur un fait palpable partout ailleurs qu'en Afrique. Vous dites que ce sont les jeunes qui font le monde actuel, tant sur le plan politique qu'économique. Oui. Et c'était d'ailleurs la motivation de mon ouvrage. C'est-à-dire quoi? Et quand je regarde dans le monde, dans la société, je vois que ce que j'appelle le temps de la jeunesse. Voici le temps de la jeunesse. Le temps de la jeunesse parce que, ailleurs, certainement aussi parce que en Occident, c'est une population vieille. Mais néanmoins, les jeunes sont très actifs. Et les jeunes utilisent à bon escient ce que quelquefois nous utilisons mal. Voyez, je prends simplement, je ne sais pas, moi-même, j'ai Facebook, j'ai les réseaux sociaux, mais je prends ça. Voyez, qu'est-ce que cela ne peut pas nous aider à réaliser? Des réseaux sociaux, ça pouvait être des plateformes de circulation des informations,
plateforme de circulation, de formation à la citoyenneté active. Et ça pouvait constituer des réseaux où il y a des idéaux forts, nobles. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est devenu l'espace de l'instrumentalisation, de la manipulation et de l'intoxication. Et malheureusement, il y a des jeunes qui sont payés pour ces choses-là. C'est un drame. Manipuler la jeunesse, instrumentaliser la jeunesse, et puis c'est une tragédie. C'est abîmer notre présent et notre avenir. C'est un crime. Tout ce qui a d'avantages a des inconvénients aussi, mon père. Oui, mais si tout ce qui a d'avantages, d'inconvénients, c'est pour cela que nous allons prioriser les inconvénients. Et nous devons travailler à limiter, si nous ne pouvons pas éliminer, à limiter les actions de l'inconvénient. Et vous pouvez me le dire, vous pouvez me contester. Il y a plus de jeunes. Allez sur les réseaux sociaux, allez sur Facebook. Voyez la violence qui anime le cœur des jeunes. Voyez comment... Mais je disais tout à l'heure que ça devrait être un espace de partage d'informations, de formation entre jeunes. Parce que vous savez, les vrais apôtres de la jeunesse, ce sont les jeunes eux-mêmes. Malheureusement, vous voyez que d'intoxication. Vous allez aujourd'hui sur une plateforme, vous allez sur Facebook, c'est très difficile d'avoir la netteté de l'information. Donc, comme vous savez tout ce que cela a créé et crée. Mais au niveau même de la structure. Et le jeune aujourd'hui s'enferme ainsi dans une certaine solitude. Il s'enferme dans une certaine solitude. Alors, moi je pense que nous avons un impérieux devoir de formation de cette jeunesse, un impérieux devoir et d'accompagnement de cette jeunesse. Alors, on a l'impression que vous incitez les jeunes à se prendre en main. Est-ce que vous pensez que les jeunes là, disposent des moyens aujourd'hui pour se prendre en charge eux-mêmes? Oui, vous savez, j'invite les jeunes à se prendre en main. Je les invite à se prendre en main parce que je disais tout à l'heure que les vrais apôtres de la jeunesse, ce sont les jeunes. Il y a les petits jeunes, il y a les grands jeunes. Vous voyez? Donc, les jeunes écoutent volontiers ce que nos jeunes leur communiquent. Et à cet effet, les jeunes ont les moyens de se prendre en main. Le premier moyen qu'ils ont, c'est leur âge. C'est leur âge. Et qui est un capital de générosité, d'ouverture, et qui leur permet, la jeunesse, c'est un âge critique. Et un âge qui permet d'avoir l'esprit critique et non l'esprit de critique. C'est l'esprit critique. Le jeune, c'est celui qui pose des questions. Et pourquoi il y a ceci? Mais nous avons une jeunesse tétanisée que nous n'avons pas habitué à poser les vraies questions. Qui pose des questions. Et les questions existentielles, parce que c'est de la réponse à ces questions que dépend la qualité d'une vie. Si les réponses données à ces questions existentielles sont fausses et faussées, mais la vie est abîmée. Donc, ils ont cela, ils ont la formation, l'éducation. C'est le moment où on façonne l'homme. C'est-à-dire le moment où on donne une forme à l'homme. Et alors, ils ont besoin de se cultiver. La culture, la réflexion. Malheureusement, et vous voyez, à ce niveau-là aussi, c'est un grand défi. L'image, c'est une bonne chose. Là, je suis là avec vous et nous faisons, et par l'image, on parle avec les gens. Mais il y a eu une dictature de l'image qui empêche le goût de la lecture. D'ailleurs, c'était un parent pauvre chez nous, en Afrique. On dit, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain... Il faut le mettre dans un livre. Malheureusement. Et alors, j'ai parlé déjà longtemps avec des réseaux sociaux. Et le jeune, j'indiquais tout à l'heure en partant de Victor, du CID, en disant que c'est un homme de Pierre Corneille, en indiquant que le jeune, c'est l'homme qui a du cœur, donc un cœur ouvert aux valeurs. Alors, les moyens que les jeunes disposent pour s'engager,
pour prendre leur vie en main, ce moyen, ce sont les valeurs. Et les valeurs sont quasi absentes aujourd'hui de notre société. Dans l'ouvrage dont nous parlons, j'ai indiqué quelques valeurs. Vous voyez, par exemple, il y a la valeur de la vérité. Oui. La vérité. Il faut être capable d'être de vérité. Et pourquoi la vérité est d'ailleurs constitutive de l'homme? Même le menteur vous exige la vérité. Même celui qui vous ment, quand il veut vous demander, vous dites, dis-moi la vérité. Parce que personne ne réclame de l'autre de lui mentir. Ça veut dire que la vérité est constitutive de l'homme. Malheureusement, nous vivons dans une culture de mensonges. Et tous les mensonges dans nos familles, les mensonges au niveau social, au niveau politique. Il y a des choses dont on ne connaît jamais l'issue. Et il n'y a personne pour faire des investigations, pour dire, mais voyez, ailleurs, et des faits qui se sont produits il y a 50 ans, 100 ans, il y a des gens encore aujourd'hui qui fouillent, qui cherchent et qui veulent révéler la vérité. C'est ça, faire resplendir la vérité. Il y a un très beau livre comment appelle-t-on, du pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui dit « Splendor veritatis », la splendeur de la vérité, révéler la splendeur de la vérité. Mais ici, la vérité est tue et même tuée. Il y a la conscience. La conscience, et je disais tout à l'heure que le jeune, c'est l'homme qui pose des questions. La conscience est le sanctuaire intérieur de l'homme, où il est capable d'aller vers le vrai, de faire le bien et d'éviter le mal. Et c'est déjà même, vous voyez, Sophocle, dans la littérature, les belles lettres, Sophocle qui parlait d'Antigone, une jeune fille de 16, 12, 16 ans, qui, parce que le roi Créon a interdit de sépulture Polynice, a interdit qu'on ensevelisse Polynice qui s'est rebellé contre son état, et qu'on lâche même son corps là aux éperviers, aux vautours, et quiconque toucherait ce corps est passible de mort, la petite, au cœur jeune, de nuit, à l'encontre de ce que Créon avait déterminé comme loi, aller avec ses ongles pour creuser une tombe pour son frère Polynice. Quand le roi l'a surprise, vous savez ce que Antigone lui a dit? Il y a des lois non écrites, mais inscrites dans les cœurs qui obligent. La conscience est une affaire qui oblige. Alors, combien de jeunes aujourd'hui sont capables d'écouter la voix de leur conscience? Est-ce que nous les avons formés? Est-ce que nous avons formé leur conscience? Donc, il faut les aider et à la formation, il faut former leur conscience. Et qui a formé sa conscience? Celui qui est capable de ce qu'on appelle l'objection de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mais je ne peux pas. Et tout ce que j'ai dit, on peut dire, écoutez, c'est des valeurs chrétiennes. Non, ce n'est pas des valeurs chrétiennes. Ce sont des valeurs humaines. J'indiquais tout à l'heure la vérité. Vous savez, il y a une belle pensée d'Aristote qui dit Amicus Plato sed magis amica veritas. Platon m'est cher, mais la vérité m'est plus chère. Chaque jeune devrait redire cela. C'est-à-dire quoi? Et tel responsable, tel président d'institution, m'est cher, mais la vérité m'est plus chère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce que l'on me demande, même mes parents, va à l'encontre de la vérité, je ne le fais pas, parce que la vérité m'est plus chère. Et ça, c'est Aristote qui disait ça de son grand maître Platon. Vous voyez, il y a la volonté. Le jeune dispose de sa volonté. Parce que le jeune, il y a même ce proverbe qui dit « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Ça veut dire que le jeune est déterminé par sa force physique, sa volonté. Et cette volonté doit être travaillée. Vouloir peu de choses, mais vouloir cela quand même dans le sens du bien. Vous savez, il y a Napoléon qui allait conquérir l'Italie et avait les Alpes, les montagnes devant son armée. Et il ne pouvait pas, à un moment donné, dire, écoutez, il n'y a plus d'Alpes. Mais les Alpes étaient là. Et le fait d'avoir dit il n'y a plus d'Alpes, mais ça leur a donné la créativité pour contourner les Alpes.
Le jeune devrait dire, écoutez, les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui ne sont peut-être pas bonnes, mais je trouve la voie où j'en invente une. C'est la qualité de la volonté. La liberté, j'en ai parlé tout à l'heure. La liberté, ça ne suffit pas de faire ce que l'on veut. La liberté, dans son sens étymologique, quand on va même avoir c'est-à-dire comment ce mot-là est né, ça veut dire que celui qui est à la maison, c'est le fils de la maison. C'est le fils de la maison qui est le fils libre. Le fils libre. Le fils du dehors n'est pas libre. Donc c'est en étant à la maison qu'on est libre. Il y a l'amour. Et dans une culture comme la nôtre, qui a déficit d'humanité, où tout est structuré au niveau même culturel, au niveau social, au niveau politique, par le nivellement par le bas, par méchanceté structurelle. Le jeune, parce que c'est l'âge où commencent à naître les premiers sentiments, où on vit dans la camaraderie, on vit dans l'amitié. Le jeune devait donc être un homme et qui par cet amour, essaie de rassembler. Donc il dispose de cet amour, il dispose du sang, du sacrifice. Et là, j'ai amené une petite histoire ici. Oui, très rapidement, on ira oui, rapidement. pour vous dire que la jeunesse est capable de beaucoup de choses. Et le 26 mai dernier, alors qu'il était sur le point de remporter les 10 mètres de l'OPP International Race, une course qui a lieu au Nigeria, il y a un jeune athlète kényan qui s'appelle Simon Chepro. Vous savez ce qu'il a fait? Il a sacrifié sa victoire parce que un concurrent, son compatriote, courant est tombé. Et il a ramassé, il a pris dans les mains pour courir, alors que c'était lui qui devait remporter. Et ainsi, il n'a pas pu remporter. Ça veut dire que dans notre jeunesse est capable de générosité, de sacrifice de soi. Et celui-là qui était toujours ordinairement, c'est un jeune de 25 ans. Donc on n'est pas en train de raconter des histoires de Mathusalem. C'est le 26 mai dernier. Donc c'est un jeune homme de 25 ans qui était capable de cela, de sacrifier de soi. Et les gens appelaient ça la victoire du cœur. La victoire du cœur. C'est-à-dire, il aurait pu remporter à avoir, comment appelle-t-on, des lauriers qui, tôt ou tard, finissent par se flétrir. Mais la victoire du cœur, c'est-à-dire la capacité de se sacrifier pour l'autre. De se sacrifier, de générosité. Et voilà quelques qualités dont dispose la jeunesse pour se prendre en charge, pour se prendre en main. Mon père, on a l'impression que vous parlez de l'idéal, mais aujourd'hui, on est dans une société où on nous dit que quand les gens marchent sur la tête, il faut aussi apprendre à marcher sur la tête. Oui, et quelle est la question que vous posez par rapport à ça? La question, c'est que comment nous pouvons, en tout cas, insérer tout ce que vous êtes en train de dire dans la société dans laquelle nous vivons actuellement. Je viens de vous donner un exemple de quelqu'un de 25 ans qui vit dans cette société, 25 ans, qui vit dans la société, 26 mai dernier, et qui a été capable de cela. Ça veut dire que ce n'est pas un idéal irréalisable. C'est pour ça que j'ai amené cet exemple, terre à terre. Et vous allez, ce n'est pas quelque chose que je raconte, c'est sur comment appelle-t-on, c'est sur les réseaux, vous allez, vous cliquez, et Simon Chepro, c'est un Kenyan qui a été capable de ça, vous voyez. Alors, et ce n'est pas parce que l'idéal, les sommets sont difficiles à atteindre que nous n'allons pas proposer cela. Nous n'allons pas, donc, niveler la jeunesse qui constitue pour nous un appel à un lendemain meilleur. Vous voyez en fond comment on appelle les jeunes, Djonja. C'est-à-dire qu'il y a un avenir. Une maison sans jeunesse, c'est une maison appelée à disparaître. Donc la jeunesse constitue notre avenir. Alors nous n'allons pas réduire et limiter cette espérance à nos déficiences culturelles. Vous voyez. Alors, la jeunesse est capable de grandes choses. Et il faut offrir aujourd'hui plus que jamais. C'est aujourd'hui plus que jamais qu'il faut offrir l'idéal aux jeunes. C'est parce que nous ne leur avons pas offert l'idéal aux jeunes. C'est parce que nous avons offert des idéologies en dehors de l'idéal que nous avons ce que nous avons. Vous voyez aujourd'hui, ceux qui sont responsables, c'est les jeunes formés par la République de la camaraderie, la révolution qui a tout chamboulé.
Et donc un système D était mis en place où chacun allait de tout. Ce sont ces jeunes. Mais ce sont en même temps les jeunes qui ont rêvé quand la démocratie est arrivée. Voyez. Donc, et un homme vit d'idéal. Et quand l'idéal, vous le réduisez simplement, c'est-à-dire à vos intérêts, quand vous réduisez malheureusement, comme ça se voit aujourd'hui, l'idéal à, comment appelle-t-on, à votre ventre, mais c'est très dangereux. Quelle société vous voulez laisser? Quelle est ce que vous voulez préparer pour vos enfants? Mais vous n'avez pas dit, écoutez, faisons comme tout le monde le fait, et c'est cela que vous voulez offrir, ce qu'il y a de plus beau à vos enfants? Non. Donc, nous devons faire, c'est-à-dire rêver et offrir même cet idéal. Et ce n'est pas des choses passées, c'est des choses présentes. Alors, jeune oser, c'est le moment favorable. On constate que le verbe oser est ici posé en impératif absolu. Pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce que vous appelez impératif absolu? C'est un impératif, comme tous les... Il n'y a pas des impératifs relatifs. Et non, oser, c'est le sens de l'audace. Et qu'on dise qu'il osa trop, mais l'audace était belle. Il faut des hommes et des femmes capables d'oser. Je vous donne un exemple. Et c'est en cela que cet exemple est assez interpelle à Genève. Rosa Parks, une jeune, c'était une couturière qui avait à peine 25-30 ans, qui, au moment de la ségrégation raciale aux États-Unis, elle a osé aller s'asseoir à la place du blanc, parce que la place était vide, parce que dans le bus, il y a la place des blancs, la place des noirs. La place était vide, elle a payé le même ticket, elle allait s'asseoir là, et un blanc est venu la demander de se lever sur la place des blancs, elle a refusé. Elle a osé dire non, elle a refusé, et elle a été violentée. Et cela a déclenché quoi? Cela a déclenché, c'est-à-dire tout ce qui a conduit à la fin de la ségrégation raciale. Un geste anodin, sans calcul. Voilà ce geste qui a transformé l'histoire d'un peuple. Parce que c'est un geste porté par l'audace et non par des calculs, et non par des intérêts. Et quand je dis oser, oser, c'est le moment favorable. Ce n'est pas demain qu'il faut oser. Aujourd'hui, vous voyez, et celui qui met à demain retourne toujours malheur en chemin. C'est aujourd'hui qu'il faut oser. Et oser, ça veut dire quoi? Le jeune doit oser s'émerveiller. Parce qu'il est l'homme du présent et du futur. Il doit oser s'émerveiller. Et ça veut dire qu'il doit oser rêver grand. Et très grand, noble. Donc, et qu'est-ce qui le fait rêver quoi? Ce sont les valeurs, c'est l'idéal. Mais quand il remarque qu'on est dans une société où donc, tout le monde marche la tête basse, ça ne veut pas dire qu'il marche comme ça veut dire qu'il ose s'indigner. Ose s'indigner en disant non, ce n'est pas l'idéal, il ose s'indigner. Et vous voyez. Donc, oser, c'est ce qu'on appellerait en grec la parésia, c'est-à-dire appeler les jeunes. Et quand on dit oser, ça veut dire qu'il y a des pesanteurs. Il y a des pesanteurs. Et il y a des défis. Et le jeune, c'est un homme de défis. Je cite une œuvre littéraire, et le Cid, quand Don Diègue dit, écoute, Rodrigue, as-tu du cœur? Et il répond, tout autre que mon père l'éprouverait sur le... Et son père, Don Diègue, avait reçu un soufflet du père de son amante, Chimène, un expert en guerre, et dit, va, vole, cours. Je n'ajoute pas le reste, va, vole, cours. Mais Rodrigue a face à lui, quoi? Des pesanteurs. Il a son cœur, c'est-à-dire, il aime Chimène. Il doit affronter quelqu'un qui est un homme réputé à la guerre. Mais il y va avec son cœur. Et vous prenez quelque choix. Et les structures, vous prenez, vous verrez tout ça. Il y a le combat de David et de Goliath. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas toujours le plus fort qui est vainqueur. Ce n'est pas toujours le plus fort. Et quand le plus petit est à la fable de la fontaine, on a toujours besoin d'un plus petit que soi.
Donc, le jeune doit avoir cette capacité d'audace. D'accord. Alors, mon père, l'idée de l'engagement est centrale dans vos écrits, on le constate souvent. Pourquoi et comment les jeunes doivent-ils s'engager aujourd'hui? Très rapidement. Oui, si la jeunesse constitue l'âge des défis, si la jeunesse doit être portée par les valeurs, ça veut dire que ces valeurs appellent les jeunes à s'engager, et donc l'engagement par des valeurs, et c'est l'engagement qui fait la force de la jeunesse. Et quand une jeunesse est forte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une jeunesse qui est appelée à l'engagement. Et l'engagement naît de quoi? Naît de la gratuité, du sans calcul. Et quand est-ce qu'il faut s'engager? Ce n'est pas quand tout va bien. C'est même quand il y a les pesanteurs, c'est même quand il y a les défis. C'est quand les temps sont mauvais que les jeunes, à partir des valeurs, et je remets toujours l'accent là-dessus, que le jeune est appelé à s'engager pour offrir du mieux. Et on s'engage en faisant quoi? En faisant bien ce que l'on a à faire. Adjekola dit, le jeune est appelé à bien faire le devoir d'État, à bien faire. Vous êtes journaliste, vous faites bien votre travail, c'est un engagement, c'est un début d'engagement. Et vous vous engagez, et l'engagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas moi seul qui compte. Je m'engage pour les autres. Malheureusement, nous vivons dans une société où, quand le feu n'a pas encore pris ma maison, et je dis, mais c'est le problème des autres, écaillés. Mais finalement, ce écaillé m'interpelle. Et ça devient il y a trop tard. Donc le jeune est appelé à être un être d'engagement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un être pour les autres. Et il ne s'enferme pas en lui-même, mais c'est un être qui est capable d'offrir quelque chose aux autres. Et vous pouvez appeler ça humanisme. C'est ce cœur pour les autres et non retourner vers soi-même, tout pour soi et rien sans soi, et qui est très dangereux. C'est ce cœur pour les autres qui fait la grandeur d'une société, qui fait la grandeur d'un pays. Alors, le livre est disponible. Où peut-on l'avoir? Comment, mon père? Ben, le livre, il est disponible. On peut l'avoir à la librairie Notre-Dame. On peut l'avoir à l'école d'initiation théologique et pastorale, à Saint-Michel. Voilà, le livre, il est là. Et je crois que ce livre constitue quand même un canal pour aider les jeunes c'est-à-dire à prendre le chemin de l'engagement, à savoir oser aujourd'hui. Alors, un mot pour finir, mon père. Alors, un mot pour finir, je voudrais lire quelques phrases ici à la page 29. Aux jeunes d'aujourd'hui convient essentiellement la parésia, c'est-à-dire l'audace. Aujourd'hui plus qu'hier, le monde et l'Afrique ont besoin de jeunes audacieux, c'est-à-dire des jeunes qui non seulement prévoient l'avenir, mais surtout s'engagent à le rendre possible dans le présent à partir du passé. Des jeunes plus conscients de devenir quelqu'un que de réaliser quelque chose. Des jeunes portés par un idéal élevé et non abîmés par des idéologies, par l'opportunisme. Et alors, un appel à la jeunesse, c'est le premier mot même de l'introduction. Oui, va vers l'idéal, lève les yeux et monte. L'effort sans le succès ne laisse point de honte. Le ciel qu'on n'atteint pas n'offre rien que de pur. Cherche des clartés d'or la nuit parmi les branches. Pour ton réveil le jour, cherche les cimes blanches. Va, jeune pèlerin des gloires éternelles, monte royalement jusqu'au degré suprême où tu pourras contempler Dieu. Voilà le grand souhait pour la jeunesse, une jeunesse qui monte, une jeunesse qui va vers l'idéal, une jeunesse qui est capable d'offrir ce que ce temps particulier lui accorde, capable de l'offrir à son pays, à sa société, en changeant les paradigmes. Il nous reste donc à souhaiter que ce livre, riche et profond par la pensée, connaisse autant de lecteurs qu'il ne le mérite. Père Rodrigue Bédioune, merci d'être passé par ici. Merci à vous et merci à tous les jeunes qui nous ont écoutés et puis à tous les spectateurs de E-Télé. Mesdames et messieurs, vous l'auriez compris, nous sommes au thème de ce numéro de Et si on en parlait. Merci de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité également à cette émission.